on est aux portes de la Troisième Guerre mondiale. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui sous-estiment énormément la situation. La vérité, c'est que on a deux doigts de rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Et il y a trop de gens sur Internet, tous les médias, qui nous servent comme ça un discours de conflit plutôt que de guerre mondiale. Mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est bien pire. Vous le savez, il y a une semaine, il y a les Américains et les Israéliens qui ont lancé une mission de décapitation. En fait, une mission pour aller tout simplement faire tomber le régime islamiste d'Iran. Ils vont réussir à éliminer le guide suprême Khamenei. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui va décéder ce jour-là. Il va y avoir tous ses proches, plein de commanditaires avec lui du régime, sa famille, sa fille, ses petits-enfants. De leur côté, les États-Unis, ils vont annoncer une réussite dans ce début de mission, alors qu'en Iran, ça va être carrément autre chose. Ils vont plutôt le montrer en martyr. Un martyr, c'est un sacrifice. Khamenei aurait décidé lui-même de rester sur place plutôt que se barrer à Moscou ou peu importe dans un coin de la Russie. Il est resté sur place pour se sacrifier. Et que ça soit vrai ou faux, c'est comme ça qu'il va être présenté en Iran. Même s'il y a beaucoup d'Iraniens sur place qui ont fait la fête et qui sont là à espérer qu'il y ait un changement de régime islamiste, qui soit plus sous la coupe islamiste en fait, il y a aussi beaucoup d'Iraniens qui étaient pro-régime et qui maintenant souhaitent tout simplement le venger. Et ça va pas s'arrêter demain. En plus de ça, au même moment, on va avoir une école en Iran qui va se prendre un missile et évidemment une bonne partie des élèves sur place qui ne seront plus là demain pour se réveiller. Alors ce qui serait apparemment certain, c'est que l'école elle était collée à une base du régime islamiste d'Iran. Mais là où il y a débat, c'est que l'Iran l'indique qu'Israël a volontairement ciblé cette école, alors qu'Israël eux vont dire que c'est même pas un missile israélien qui a touché l'école. Eux ils visaient justement la base militaire, mais il y a un missile défensif d'Iran qui a plus ou moins déconné et qui est tombé sur l'école. Alors on pourra probablement jamais connaître la vérité, mais ça va donc se rajouter dans l'esprit de tous ces Iraniens qui avaient déjà une haine plus ou moins viscérale envers Israël, voire même les États-Unis. Il y a ça à prendre en compte aussi. Les États-Unis là, ils indiquent qu'ils sont pas intéressés par la prolongation du régime avec un autre guide suprême. Et ils veulent être eux-mêmes inclus dans la décision de qui va prendre le pouvoir du pays. Mais en tout cas, ce qui est certain pour Trump et pour le gouvernement américain, c'est que s'il y a bien une personne qui veut surtout pas au pouvoir, c'est le fils de l'ancien guide suprême Khamenei, et que lui devienne le nouveau guide suprême. Et devinez quoi ? Tout indique que l'Iran, théoriquement, il serait en phase d'élire le fils de Khamenei comme nouveau guide suprême. Donc si c'est réellement le cas, c'est fort probable, comme je l'ai indiqué il y a déjà une semaine, c'était mon avis, que l'Iran va se faire pilonner par les États-Unis et Israël pendant encore au moins 1 à 2 semaines, et c'est pas un truc qui va durer seulement 3 jours. Bon là, ça fait quand même déjà 6 ou 7 jours. On apprend aussi depuis quelques heures, d'après le Washington Post, que la Russie elle-même serait impliquée dans cette guerre et donne, grâce à leur satellite ou peu importe, j'en ai aucune idée pour le coup, elle donne les positions en temps réel des États-Unis d'Amérique, de leurs bases, de leurs assets en fait sur le terrain. Même si je le rappelle, il n'y a pas encore de soldats sur sol, mais leur enquête en tout cas elle indique que la Russie est en train d'aider l'Iran à pouvoir identifier des cibles pour qu'ensuite l'Iran puisse les frapper. En parallèle de tout ça, on a Dubaï, la ville la plus riche du monde et la ville la plus safe du monde, qui va tout d'un coup ne plus être si safe que ça. L'Iran vont les cibler avec, il semblerait, des centaines soit de missiles, soit de drones, et même si la grande majorité, quasiment tous, ont été interceptés, n'empêche qu'il y a quand même de l'hôtel qui va être touché, l'aéroport qui va s'en prendre, c'est passé au-dessus de la marina, ça a pété pas très loin du Burj Khalifa, donc même si ça va pas plus loin, même s'il n'y a pas d'autres drones ou missiles qui arriveront à exploser au centre-ville de Dubaï, l'image elle est de toute façon ternie. Sur les 100-200 prochaines années, il n'y a rien à y faire. Je suis pas en train de dire que Dubaï n'est plus du tout un hameau de paix ou de sécurité, c'est probablement encore beaucoup plus tranquille que chez nous en France, en Europe, peu importe, mais quoi qu'il arrive, l'image elle est foutue. Quand ton aéroport il prend une cartouche, quand tes hôtels ils prennent des cartouches, tu peux plus revenir en arrière sur ça. Là on a tout le monde qui essaye de se barrer avec des jets privés, l'espace aérien est fermé, donc on a aussi des personnes qui payent des taxis, qui payent des camionneurs pour avec leur famille traverser jusqu'à un autre pays, par exemple Oman, et ensuite de là-bas prendre un avion. Les gens veulent se barrer. Et Dubaï c'est un pays neutre à la base. Il existe que pour 2 raisons. Faire du blé et que les gens se sentent en sécurité. En fait que les gens se sentent en sécurité en faisant du blé. Et ça c'est grâce à simplement 2 arguments. D'un côté il n'y a pas d'impôt et de l'autre il n'y a pas de délinquance. Donc les gens se sentent en sécurité. Mais si les gens ne se sentent plus en sécurité, est-ce qu'un argument ça suffit pour que toutes ces personnes riches, tous ces entrepreneurs, tous ces influenceurs, ils décident de rester comme à Dubaï, ou ils vont plutôt choisir un autre endroit comme l'île Maurice ou bien en Asie, peu importe, ou de nouveau ils peuvent se retrouver dans un environnement où il n'y a pas d'impôt et il n'y a pas de délinquance et il n'y a pas de missiles qui peuvent tomber du ciel non plus. Parce que le plus important là c'est le doute en fait, le doute qui s'installe dans le cerveau de ces personnes. C'est fort probable que ça n'arrive plus, mais le doute il est suffisant pour que ces personnes ils décident
décide de plus jamais revenir. Et d'ailleurs, pourquoi l'Iran, elle se met à attaquer ces pays du Golfe côtier alors qu'ils sont censés être neutres? C'est pas très logique, non? En fait, c'est parce que la neutralité, elle est plus ou moins à débattre. Ils sont neutres, c'est vrai, mais bon, c'est quand même depuis des bases américaines qui sont positionnées chez eux que l'Iran se fait attaquer par les États-Unis. Ils sont neutres, mais ils abritent des bases américaines qui tirent sur l'Iran. Donc, du point de vue de l'Iran, évidemment, la neutralité n'est pas forcément présente. On a aussi pile à cet endroit-là le détroit d'Ormuz, par lequel transite quand même 20% du pétrole mondial, et il n'y a pas que le pétrole d'ailleurs qui bouge de là-bas. Et si le détroit il est bloqué, il y a des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, le Pakistan, qui vont avoir beaucoup de mal dans quelques mois à faire tourner leurs économies. Et il y a d'autres pays qui indirectement dépendent aussi du détroit d'Ormuz. Par exemple, l'Australie, elle importe 90% de ses carburants raffinés d'endroits comme Taïwan, Singapour, la Corée du Sud. Et donc si ces pays d'Asie, ils n'ont plus accès à ces carburants, l'Australie n'y aura plus accès non plus, parce qu'ils ne pourront pas leur en vendre. Australie qui d'ailleurs a indiqué avant-hier que le pays n'a maintenant là que 27 jours de stock. Dans 27 jours, il n'y a plus d'essence en Australie. Il n'y a plus de carburant. 27 jours, ça passe très très vite. Et devinez quoi? Comme on l'a vu récemment, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Ils ont commencé à tirer sur les bateaux et là maintenant on se retrouve avec des centaines et des centaines de bateaux qui ont posé l'ancre et qui sont bloqués. Ils ne peuvent plus transiter leur carburant. Mais il n'y a pas que l'économie des pays du Golfe qui dépend du pétrole. Il y a aussi l'économie des États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est à travers le pétrodollar. Jusque dans les années 70, le dollar américain, l'USD, il était lié à l'or. Mais à l'époque, il y a le président qui a dit « Bon, ça, c'est fini. Maintenant, le dollar américain sera plus lié à l'or. » Le problème, c'est que si on peut plus échanger ces dollars américains contre de l'or, pourquoi les gens, ils continueraient à utiliser du dollar? Pour qu'il maintienne sa valeur, il faut qu'il soit lié à quelque chose de tangible. Du coup, les États-Unis, ils ont signé un contrat avec l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, par la suite, du coup, il y a tous les pays du Golfe côtier qui ont suivi le truc. Et le deal, c'était qu'à partir de maintenant, quasi tout le pétrole vendu, il serait acheté en dollars américains. Dollars américains qui ensuite, eux, sont déversés, investis dans l'économie américaine par ces pays du Golfe, que ça soit en obligations, en stock market. Et tout ça, du coup, c'est un cycle vertueux qui permet à l'empire économique américain, au dollar américain, de rester puissant et d'exister. Faut aussi comprendre que le CCG, les pays du Golfe, ils investissent énormément dans des stocks comme par exemple l'IA, Nvidia et peu importe. Alors déjà qu'on parle d'une probable bulle de l'IA qui pourrait péter à tout moment. Parce que, pour ceux qui ne sont pas forcément éduqués sur le sujet, on est presque au niveau du scam, c'est-à-dire que ces énormes sociétés ne font que se prêter de l'argent entre elles et se faire des prêts entre elles. Et de façon presque artificielle, en fait, on a le marché qui est maintenu extrêmement haut, surtout autour de cette bulle de l'IA, qui de toute façon un jour va probablement péter d'un coup et ça va faire très mal. Donc pour l'Iran, taper dans l'économie du CCG, qui je le rappelle attends, j'ai une liste là, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et Oman. En fait, c'est tous les pays du Golfe sauf deux. Je crois que c'est l'Iran et l'Irak qui sont pas dedans. Causer une faillite à ces pays du Golfe, par proxy, c'est causer probablement une faillite à l'Empire américain. Mais la situation, elle est encore pire que ce que vous pensez. Je vous l'apprends probablement pas, mais il y a certaines grandes villes, certains de ces pays qui sont presque artificiels. Artificiels dans le sens où ils sont pas vraiment censés pouvoir subvenir aussi longtemps. Parce que c'est des endroits où il n'y a pas d'eau douce et il n'y a pas de nourriture. 90% des besoins en nourriture de ces pays du Golfe, ils sont importés, ils sont pas produits sur place. Et il y a 70% de ces besoins qui ne passent uniquement que par le détroit d'Ormuz, qui je le rappelle est maintenant fermé. En gros en Europe, on a peur dans 2 ou 3 mois d'avoir l'essence qui monte à 3 € le litre. Là-bas, ils ont peur de peut-être plus pouvoir se nourrir, même en étant riches. Et ils ont pas d'eau non plus. Leur eau, ils l'ont grâce à leur plateforme de désalinisation. Alors imaginez ce qui se passerait si maintenant, au lieu de taper des raffineries, ils se mettaient à taper ces plateformes qui leur permettent de s'équiper en eau. Mais qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Ça, c'est un sujet qui a été expliqué pendant plus d'une demi-heure par un professeur chinois qui tient une chaîne YouTube. C'est assez intéressant, mais la conclusion, elle est simple, ça se passerait extrêmement mal. Donc on se retrouve là, un samedi 7 mars, où on sait maintenant, d'après le gouvernement américain, que c'est pas dit que les États-Unis n'envoient pas des troupes au sol en Iran. Ce qui serait quand même une véritable guerre ouverte. Mais en même temps, on a l'Europe qui s'implique doucement en parlant de frappe défensive. De frappe défensive, donc d'attaque, mais défensive. C'est pas une attaque, c'est pour se défendre. Mais ce sont des attaques, mais c'est pour se défendre. On a Macron, le président de la République française, qui va faire de l'aura farming à la télé, à taper des speeches devant nos sous-marins nucléaires, en rappelant au monde entier qu'on peut raser des pays en quelques minutes à peine. Mais si les US, ils finissent par envoyer
envoyer des troupes au sol. Et qu'on a l'Europe qui continue de plus en plus à être entraînée dans ce conflit, dans cette guerre en vérité. Qu'est-ce qui va empêcher la Russie ou la Chine de faire exactement la même chose? Et je sais qu'il y a cette image de la Russie un peu en mode Paper Tiger, où ils galèrent depuis des années face à l'Ukraine. Ça, c'est un autre débat, c'est carrément autre chose. Mais la Russie, on le sait quand même, ils sont capables de choses bien plus terrifiantes et bien plus efficaces que ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, c'est très particulier. Mais n'imaginez pas qu'ils sont au niveau du Venezuela à rien pouvoir faire contre un ennemi qui serait par exemple américain ou européen. Donc voilà où on en est actuellement. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, et j'ai l'impression qu'il y a toujours des personnes qui veulent que je le rappelle, mais on l'oublie simplement pas, c'est une évidence. Les États-Unis, Trump, s'ils font ça, c'est pas pour libérer un peuple qui est sous le joug d'un régime islamiste qui priverait de droits ses citoyens. On sait très bien que Trump, il fait pas ça pour ça. Et d'ailleurs, on va se pencher un petit peu sur pourquoi au final Trump, il fait ça. Pourquoi les États-Unis d'Amérique, ils ont décidé de s'impliquer il y a quelques mois, et là, ils s'impliquent de nouveau de façon encore plus brutale. Il y a une théorie qui voudrait expliquer que, potentiellement, Trump, il fait ça pour éviter la fin du monde. Alors, vous en faites pas, on va aussi voir un angle après où les États-Unis sont beaucoup moins du côté des gentils, mais d'abord, écoutez-moi jusque-là. Déjà, ce qu'on sait, de sources sûres, c'est que les États-Unis d'Amérique, ils étaient au courant que Israël allait frapper sur l'Iran, que c'était il y a plusieurs mois ou que c'était là maintenant. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that would precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. Donc avec cette information, la suite elle est évidente. On sait bien que si Israël mène des frappes sur l'Iran, l'Iran va forcément se venger en attaquant des bases américaines qui sont présentes sur le territoire, parce que Israël, s'ils peuvent se permettre ça, c'est aussi à travers la puissance et l'aide que les États-Unis leur apportent depuis déjà de nombreuses années. Donc c'est l'évidence que si Israël attaque l'Iran, l'Iran attaque et Israël et les États-Unis. Mais aussi cette interview récente d'un ancien officier de la CIA qui va raconter ça. The reason, though, I'm told, that Donald Trump decided to bomb Iran was that the Israelis said, for the first time, if you don't bomb Iran to take out these deep bunkers, we're going to use nuclear weapons. And they had never threatened that before. And so Trump said, bombing Iran might actually save us from the start of World War III. If it keeps the Israelis from using nuclear weapons. Donc la raison pourquoi les États-Unis auraient attaqué il y a plusieurs mois une première fois l'Iran, ça aurait été pour empêcher une troisième guerre mondiale, une vraie de vraie pour le coup, où le ciel s'illumine chez tout le monde. Alors officiellement Israël n'ont pas la bombe atomique, la bombe nucléaire. Mais bon, c'est officiellement quoi. Et ça s'emboîte dans une continuité où comme je vous ai montré il y a plusieurs mois sur cette chaîne, Netanyahou, ça fait 30 ans qu'il dit ça quand même. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. La deuxième théorie, et je vous en parle depuis des mois déjà en vidéo, tout ça, ça serait pour mettre un terme ou stopper, en tout cas pour le moment, le slow power chinois. Alors quand j'en parlais pour l'Iran il y a longtemps, puis ensuite le Venezuela, j'en voyais quand même quelques-uns dans les commentaires qui me racontaient que j'allais un peu trop loin. Mais avec ce qui se passe en Iran maintenant, comme par magie, d'un seul coup, ça semble beaucoup plus crédible. En tapant sur l'Iran et en forçant comme ça par proxy à mettre la pression sur les détroits d'Ormuz, la Chine ne peut plus avoir d'accès à son pétrole pas cher. Et je sais que certaines personnes me diront que leurs voisins les Russes en ont quasiment en illimité, mais c'est pas les mêmes contrats, c'est pas les mêmes prix, c'est pas du tout les mêmes obligations, c'est pas la même histoire. Et cette théorie, elle se développe bien avec ce qu'on a vu au Venezuela il y a pas si longtemps que ça. Les US qui sont venus comme ça remplacer le gouvernement au Venezuela, et par la même occasion qui ont mis en péril tous les contrats qui étaient pré-signés entre la Chine et le Venezuela. Je rappelle qu'il y avait des obligations pétrolières entre les deux, qui étaient payées d'avance et qui devaient comme ça s'étendre encore, je crois, sur 40 ans. Bon bah là c'est ballot, en 2 mois les États-Unis, ils agissent sur 2 endroits du globe, et ces 2 endroits, il se trouve que c'était là où la Chine se fournissait en matières premières. Et en parallèle de tout ça, ça bénéficie aussi les actions pétrolières américaines. Parce que les États-Unis produisent aussi beaucoup de pétrole. Et par la même occasion, le dollar américain et l'économie américaine, puisque comme on l'a vu avant, le pétrodollar, etc., etc. Bon, il y a d'autres théories à développer sur l'économie, aussi
aussi sur la religion, la théocratie, mais là ça va durer des heures, on va pas faire ça aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que le monde actuel, là, les gens, ils sous-estiment beaucoup trop ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement grave. Je vous dis, le monde entier, il a les mains jusque là. Et que ça dure encore que 3 jours, et que ça s'arrête, ou 3 semaines, ou 3 mois, c'est pas la fin. Hein. Malheureusement, c'est probablement que le début. Bon allez, abonne-toi, et puis on se retrouve après pour une autre vidéo.